Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et oui, c'est l'heure de la revue de la presse des médias et des sites d'information sur studiokalita.com. Il est 8h42. Le grand titre dans la presse et les médias ce matin, eh bien, c'est encore la situation sur le mont du Temple. Comme Binyamin Netanyahou l'avait annoncé samedi soir avant de s'envoler vers Paris, eh bien, le mont du Temple a été rouvert aux prières des fidèles musulmans hier vers 12h30, mais avec une nouveauté consécutive à l'attentat de vendredi dernier, l'installation à l'entrée de l'esplanade devant la porte des Lions de portiques de sécurité destinés à détecter toute arme blanche ou à feu, comme celle que portaient les 3 terroristes de la famille Djabarine, responsables donc de cet attentat. Les responsables du Waqf musulman savaient que ces portiques étaient installés, pourtant cela ne les a pas empêchés de se livrer à une sorte de mise en scène que le site Walla qualifie de théâtrale. Ils ont refusé d'entrer sur l'esplanade en passant sous les portiques de sécurité et ont prétendu que l'installation de ces portiques par la police, des portiques qui sont donc situés avant l'entrée sur le mont du Temple, était une violation du sacro-saint statu quo. Et à partir de là, on a assisté durant toute la journée d'hier et même en début de soirée à des scènes de provocation bien orchestrées par les activistes islamistes palestiniens, des scènes où l'on voyait des fidèles qui voulaient aller prier dans la mosquée d'Al-Aqsa. On les a vus se faire insulter par les militants radicaux lorsqu'ils acceptaient de passer par les portiques. Souvent, bien entendu, certains de ces fidèles se sont rétractés et sont revenus sur leurs pas. Le tout donc dans une atmosphère surchauffée au sens propre et au sens figuré, tant la chaleur hier au milieu de journée était très forte. Plus absurde encore, sur l'une des entrées, donc près de la porte des Lions, ces manifestations se sont poursuivies, alimentées donc par la présence de nombreux médias israéliens et internationaux. Mais sur une seconde entrée, toute proche, eh bien, tout se passait normalement. Les fidèles passaient via les portiques et ont pu donc aller prier. Plusieurs centaines d'entre eux ont donc pu prier sur le mont du Temple. Le site Voilà, qui relate comme l'ensemble des quotidiens et des médias ces développements, se demande maintenant qui, le premier des forces de sécurité ou des fidèles et responsables du Waqf, va céder, tout en sachant que la Jordanie, qui aurait dû calmer les esprits, eh bien, se comporte plutôt en élément incitateur. Les journaux, les sites soulignent également que les forces de sécurité ont tenté de maintenir le calme, mais que de temps à autre, eh bien, elles ont donné la charge pour disperser des manifestants particulièrement bruyants ou trop surchauffés, comme je le disais, ce qui a donné lieu donc à des échauffourées qui ont très vite été répercutées en images dans le monde arabo-musulman, enfin dans l'ensemble de la communauté internationale. Le site Énergie cite ce matin le député Likoud David Dicter, qui a déclaré hier, dans un contexte tendu, qu'il était inadmissible que l'on rouvre le mont du Temple aux seuls fidèles musulmans et pas aux juifs qui souhaiteraient y monter. Il est inacceptable qu'au lieu de sanctionner les agresseurs responsables de l'attentat de vendredi, on sanctionne les juifs qui veulent s'y rendre. Et Avi Dicter de rappeler une évidence que les Arabes ont selon lui tendance à oublier. El-Aqsa, ce n'est pas toute l'esplanade du mont du Temple, comme le prétendent les responsables arabes et les responsables du Waqf en particulier, mais c'est uniquement la mosquée qui est dans la partie sud de cette esplanade. Interrogé à Paris sur cette tension, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a indiqué que le déploiement de portiques de sécurité n'était pas une violation du statu quo sur le mont du Temple, puisque ces portiques étaient installés à l'extérieur de l'esplanade. Et le Israël Hayom, repris d'ailleurs ce matin par Arié Golan en ouverture du journal du matin sur Reshet Bet, souligne l'absurdité de cette protestation contre les portiques de sécurité, puisque même à la Mecque, à l'entrée de la Kaaba, eh bien, il y a de tels portiques de sécurité et que chaque pèlerin doit absolument porter une puce électronique qui lui permet d'être détecté par les services de sécurité saoudiens lorsqu'ils se rendent donc en pèlerinage à la Mecque. Et d'ailleurs, même à l'entrée de l'esplanade du Kotel, tout le monde le sait, eh bien, ces portiques sont utilisés pour des raisons de sécurité. Alors pourquoi pas à l'entrée de l'esplanade du mont du Temple, se demandent certains éditorialistes ce matin. Le Israël Hayom souligne qu'alors que le roi Abdallah de Jordanie a condamné l'attentat de vendredi, son parlement à Amman l'a cautionné et s'en est félicité. Ce paradoxe, écrit Nadav Shragai dans le Israël Hayom, est également présent dans le comportement du Waqf musulman qui d'un côté tient à préserver ses relations avec les autorités israéliennes, mais de l'autre est prêt à attiser l'attention au lieu de calmer les esprits. Pour Nahum Barnea, en première page du Yediot Aharonot, ces portiques de sécurité sont surtout bons pour les Israéliens, car le jour où un Palestinien voudra introduire une arme sur le mont du Temple, eh bien, il pourra le faire
lorsque des dizaines de milliers de fidèles se presseront aux portes d'accès du mont du Temple pour la prière du vendredi. Ces jours-là, il sera impossible de se servir de ces portiques, surtout pas avec une population hostile. Et toute vérification sera donc superflue, écrit Nahum Barnea en une ce matin du Yediot Aharonot. Et c'est dans ce contexte tendu que le Israël Hayom annonce en manchette ce matin que Mahmoud Abbas a décidé de durcir le ton face au Hamas. Selon le quotidien gratuit, le Raïs palestinien semble déterminé à aller jusqu'au bout dans le bras de fer qui l'oppose à Ismaïl Haniyeh, le nouveau leader du mouvement intégriste palestinien. Abbas a un objectif, exercer des pressions afin que le Hamas perde le contrôle de la bande de Gaza et qu'il puisse alors reprendre les rênes du pouvoir sur place et enfin être considéré comme le leader de l'ensemble du peuple palestinien. Et pour Abbas, la pénurie d'électricité à Gaza, dont on a parlé il y a quelques semaines, est précisément l'élément catalyseur qui pourrait pousser la population locale à manifester massivement contre le régime du Hamas et à conduire à le destituer. Dans le Israël Hayom, le professeur Eyal Zisser, spécialiste des Palestiniens, explique que l'autorité palestinienne est décidée à mettre le Hamas à genoux et il explique que si, dans une dimension régionale, l'Arabie saoudite a voulu elle-même mettre à genoux le Qatar, eh bien, l'autorité palestinienne peut bien essayer d'en faire de même avec le Hamas qui est très isolé et affaibli actuellement sur le plan régional sans véritable patron et sans soutien financier solide. Les quotidiens et médias israéliens reviennent ce matin sur les mouvantes cérémonies d'hier à l'occasion du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv et sur les propos sans équivoque tenus par le président Emmanuel Macron à ce sujet. Ce que le Yediot Aharonot qualifie ce matin en titre de geste français. Oui, je le redis ici, a dit Emmanuel Macron, c'est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation et donc pour presque tous la mort des 13 152 personnes de confession juive arrachées les 16 et 17 juillet à leur domicile, a déclaré donc le nouveau président qui s'est inscrit dans la lignée de Jacques Chirac qui le premier avait reconnu en 1995 la responsabilité de la France, suivi en 2012 par François Hollande. Le président Macron a su toucher son public, dont de nombreux membres de la communauté juive, en affirmant que la justice doit désormais faire toute la clarté sur la mort de Sarah Attal Halimi. Enfin, le président Macron a très vivement critiqué l'antisionisme, qui est selon lui une forme réinventée de l'antisémitisme. Avant que le président français ne prenne la parole, c'est Binyamin Netanyahou qui a été convié à prononcer son allocution, une allocution qu'il a d'ailleurs débutée dans un français parfait, mais qu'il a poursuivi en anglais, une allocution dans laquelle il a d'abord rendu un profond hommage au président Macron. Votre geste de m'inviter ici est très très fort, a dit Binyamin Netanyahou, qui a affirmé que cette commémoration témoignait de l'amitié profonde entre la France et Israël. Les médias israéliens ont souligné que c'est la première fois qu'un premier ministre israélien participait à une telle commémoration. Et le Yediot Aharonot souligne que dans la délégation qui accompagnait d'Israël le premier ministre, eh bien, se trouvait hier le doyen de ces journalistes, notre ami Noir Kliger, qui a 92 ans et qui est donc rescapé de la Shoah. Noir Kliger, qui écrit ce matin dans la page éditoriale du Yediot. J'ai écouté hier les discours prononcés par Emmanuel Macron et Binyamin Netanyahou, mais j'avoue que mon esprit était ailleurs. Il s'est replongé dans ces heures sombres alors qu'il parlait, alors que le Premier ministre et le Président de la République parlaient. J'entendais, moi, les voix de ceux qui ne sont jamais revenus, ces voix qui ne m'abandonnent jamais et ne me laissent aucun répit, écrit ce matin donc Noir Kliger dans un éditorial émouvant dans la page éditoriale du Yediot Aharonot. Mais ce qui semble plus préoccupé d'une certaine manière les quotidiens israéliens, c'est la rencontre qu'ont eu ensuite en milieu de journée Binyamin Netanyahou et Emmanuel Macron, une rencontre chaleureuse au cours de laquelle Binyamin Netanyahou a invité Emmanuel Macron à venir en visite officielle en Israël, mais surtout au cours de laquelle les deux leaders ont parlé de la menace iranienne, du processus de paix et de la Syrie. À propos de l'Iran, le président Macron a garanti au Premier ministre que la France veillera soigneusement à ce que les termes de l'accord de Vienne avec Téhéran soient scrupuleusement respectés afin que l'Iran ne puisse pas menacer l'État hébreu. À propos du processus de paix, Emmanuel Macron a appelé le Premier ministre à reprendre les pourparlers au plus vite afin de mettre en application le principe de 2 États pour 2 peuples. Et il a émis des critiques face à la construction dans les implantations. Et puis enfin, à propos de la Syrie, Binyamin Netanyahou a exprimé son mécontentement face au fait qu'Israël ait été écarté des pourparlers en vue de l'instauration d'un cessez-le-feu, et ce alors qu'il possède une frontière commune avec la Syrie. M. Netanyahou a également expliqué que l'accord de cessez-le-feu n'éloigne les forces pro-iraniennes comme le Hezbollah qu'à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec Israël, et il instaure d'une certaine manière une présence iranienne permanente et menaçante à proximité du territoire israélien.
Passons à des sujets, on va dire, plus décontractés. Le Yediot Aharonot nous fait partager ce matin une distinction israélienne dans les Jeux Olympiques de chimie qui se sont tenus en Thaïlande il y a quelques jours. Ron, Rina et Ophir sont 3 lycéens israéliens qui ont remporté à eux 3 la médaille d'argent et 2 médailles de bronze dans ces Olympiades de chimie, donc qui se sont tenues en Thaïlande. Le Israël Hayom se fait l'écho d'un rapport sur la résurgence de l'antisémitisme en Grande-Bretagne en 2016, un rapport réalisé par la communauté juive, mais qui va à l'encontre des conclusions des responsables de la sécurité britannique, qui constatent que le nombre de plaintes déposées pour actes antisémites dans les commissariats de police est en baisse sensible. Pour les responsables de la communauté juive, cette attitude de la part des autorités britanniques est l'expression d'un mépris de leurs conclusions sur cette résurgence de l'antisémitisme en Grande-Bretagne. Certains leaders juifs n'hésitent pas à dire que l'attitude des autorités britanniques frôle, je cite, la trahison. Et puisque nous tenons à insister sur studiokalita.com sur les informations liées à la Aliyah, en voici une particulièrement émouvante. Le Yediot Aharonot révèle en effet que le prisonnier juif Alan Gross, qui a passé plusieurs années dans les prisons cubaines, a été torturé, a été libéré en 2014 de ces prisons, a décidé de faire son Aliyah. Il vit d'ailleurs même désormais actuellement à Tel Aviv et il lance même un appel aux juifs du monde entier à monter en Israël et à s'impliquer dans la vie politique de l'État hébreu. Enfin, pour terminer cette revue de la presse, je ne sais pas si c'est véritablement lié à Israël ou au peuple juif, mais difficile de ne pas mentionner, pour tous les amoureux de sport et en particulier de tennis, dans cette revue de la presse, les superlatifs dont la presse israélienne couvre ce matin Roger, l'exceptionnel Roger Federer, la 8e merveille du monde, titre ce matin le Yediot Aharonot après la 8e victoire du champion suisse en finale du tournoi de Wimbledon hier. Voilà. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous étions en attente, nous espérions parler ce matin avec Serge Klarsfeld qui devait nous donner ses échos personnels de cette commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, mais nous avons quelques difficultés à entrer en contact avec lui à Paris et j'espère que nous pourrons être en contact avec lui peut-être dans les prochaines minutes. Sinon, eh bien, ce sera la fin de cette heure d'actualité. Nous allons marquer une pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.